Bon, bah, c'est bon, on est en live, Olivier. Ouais, Alors, est-ce qu'on démarre maintenant ou est-ce qu'on attend quelques secondes? Moi, je vais démarrer par une petite intro, ouais. avec le titre du live qui est, bah, quel est le rôle du RevOps aujourd'hui? Donc pour ce 18e live, on va essayer de définir ensemble, avec toi, Olivier, de la meilleure des manières, le rôle du RevOps, pour 2025, comment il est perçu et cetera. Donc pas mal de questions à te poser sur ce sujet, dont tu es, expert, et d'autres sujets d'ailleurs, mais en tout cas celui-ci tu le connais parfaitement bien. On a préparé ce live pour justement échanger au niveau de cette fonction qui est pas assez connue, je pense, des entreprises. Et puis, on va essayer d'en savoir davantage de tout ça. En tout cas, avec toi, aujourd'hui, si tu pouvais Avec grand plaisir. te présenter rapidement, Olivier, pour les gens qui nous Ouais, écoutent. ouais, avec grand plaisir. Alors, comme tu le dis et tu le précises, et tu as raison, j'ai en fait habillé la fonction CRO. Pourquoi CRO? Parce que on en parlera peut-être, mais c'est l'incarnation en fait de l'application de ce qui est la matière RevOps. Donc, c'est la première fonction, on va dire, concernée par ce qu'est le RevOps. Donc, j'ai été CRO soit en part-time, très souvent en part-time, ou en fonction dans des entreprises de premier plan, de grosses entreprises, de petites entreprises, et puis de start-up, mais on en reparlera parce qu'il faudra qu'on parle aussi dans quel cas, en fait, très factuel, le RevOps peut effectivement être une solution à l'accélération du revenu. Donc moi, je viens de fonctions très sales, commerciales, et puis de direction commerciale, et puis ensuite de direction de business unit dans des groupes comme Experian, comme DocaPost, comme Lumen, enfin un certain nombre de sujets où il y avait beaucoup notamment de business unit et de gestion de business unit. Et puis, il y a quelques années, 4 ans, en fait, j'ai créé une structure, on a créé une structure avec Thibaut Briolant, notamment sur des enjeux d'accélération du revenu, RevOps, et puis commercial, qui est at scale. Et je suis intervenu là depuis 4 ans dans de nombreuses entreprises. Alors, pas uniquement sous l'angle RevOps, aussi sales pour beaucoup, mais aussi RevOps. Donc, voilà un peu le pourquoi, humblement. J'ai accepté avec grand plaisir ton invitation à pouvoir en parler, puisque c'est une matière qui m'intéresse pour beaucoup, même si, et on va en reparler, elle n'est pas tout à fait, enfin, à mon goût, installée en France et sur le territoire français. Voilà. Oh, bah, écoute, bah, j'espère que cet échange-là permettra à des sociétés de se pencher sur le sujet et de la meilleure des manières. Et donc, du coup, le live étant lancé là sur LinkedIn, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet avec cette première question. Finalement, qu'est-ce que, pour toi, Olivier, qu'est-ce que le rôle ou qu'est-ce que le RevOps? Alors, ce qu'il faut en fait qualifier, c'est ce qui est le RevOps ou ce qui n'est pas le RevOps. Mais je vais aussi pouvoir avoir, comme je l'ai un peu fait précédemment, un angle de vue qui soit un angle sur la fonction Chief Revenue Officer. Dans Chief Revenue Officer, il y a revenu, et le Chief Revenue Officer incarne la matière RevOps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de SalesOps, mais on ne parle pas de RevOps. RevOps n'est pas une fonction normalement, hein. Et je vais aussi revenir sur un certain nombre d'écueils sur à la fois l'emploi de cette fonction et la matière RevOps. Le RevOps, c'est en fait la synchronisation de l'ensemble des leviers qui en fait aident à l'accélération de ton revenu. Le revenu, il est partout en fait dans l'entreprise. Ce qui n'est pas toujours saisi ou bien appréhendé, c'est que le revenu, on se dit ah revenu, ça sonne assez bien, et d'ailleurs bien souvent l'erreur est faite à cet endroit-là, ça sonne sales, ça sonne en fait chiffre d'affaires, donc ça sonne commande. Et en fait, chacun relie le RevOps uniquement à un axe de levier du revenu qui est celui des sales, alors qu'il est tout à fait disséminé partout dans l'entreprise. D'ailleurs, la fonction de Chief Revenue Officer était avant tout, je crois savoir, mais c'est à vérifier, qu'IBM a été à l'origine. Vous voyez que c'est quand même une grosse société, hein. On reparlera de start-up et de scale-up, mais c'est quand même une grosse société qui aurait été à l'origine en fait de cette fonction et de l'incarnation de cette fonction, parce que c'est simplement de faire en sorte de synchroniser tous les leviers de tous les départements, afin que, en effet, cette synchronisation puisse avoir du sens et maximiser le sens du revenu et de la vente. Donc, à l'origine, le RevOps était très associé au revenu, donc aux finances, et au fur et à mesure des années, donc ça, je parle de alors,
toujours les États-Unis qui ont incarné en fait cette fonction CRO, et aussi le RevOps et l'accélération du RevOps. Eux, à tout vous dire, ça fait peut-être déjà 15 ans, tu vois, Vincent, que est installé le RevOps. Donc, on parle de choses très récentes pour ce qui est de la France, mais très installées dans d'autres pays. Et donc, les leviers, c'est quoi? Alors, les leviers, ils viennent de partout. Bien sûr, et je vais le noter en premier, il y a le sales. Ouais. Et les leviers de sales, il y a les leviers marketing, il y a le levier du produit. Quand je dis le marketing, d'ailleurs, on pourrait aussi citer la communication. Il y a le levier du produit ou de l'offre qui est absolument essentiel. Et on pourrait même aller voir les enjeux liés au levier de production, que ce soit des activités. Alors là, je ne vais pas généraliser les activités parce qu'elles peuvent être SaaS, donc tellement emprunt, ou éditeur tellement emprunt d'IT, ou elles peuvent être BPO, ou elles peuvent être services, elles peuvent être de tout ordre. Donc on parlera de produits, et on parlera dans le produit surtout d'offres en fait associées, puisque parfois c'est au niveau de l'offre que les dysfonctionnements apparaissent. Je parle déjà de dysfonctionnement, donc tu vois que dans les enjeux d'alignement, c'est d'aller éteindre tout ce qui est en fait dysfonctionnement dans les leviers de ces 10 revenus. Et partout, justement, sur ces leviers de croissance, on doit y apporter du sens sur la croissance du revenu. Le revenu, c'est quoi? Le revenu, en tout cas incarné sur une vision un peu européenne, et peut-être plus française encore, c'est le chiffre d'affaires et la marge. Donc, c'est les deux leviers qu'il faut aller chercher globalement. Donc, c'est là où il y a un dernier levier qui est un levier qui est aux finances. Donc, la capacité à faire, c'est la capacité qui passe par une certaine seniorité, d'ailleurs. Ça aussi, on en parlera peut-être. Et certains assets, on parlera peut-être du T-shape du CRO, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Quel est le profil idéal du CRO pour mettre en place la matière, et je ne l'oublie pas, qui est celle du RevOps. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est l'incarnation d'aller partout. Et de quelle façon on peut aller partout au sein de l'entreprise pour aller optimiser les leviers du revenu? Il y a une vraie interrogation, c'est de savoir où doit se situer en fait la personne qui va incarner le revenu dans l'entreprise. Ouais, avec finalement, par rapport à ce que tu dis et ces 4 leviers qui sont sales, market, produit, finance, il va y avoir des enjeux sur chacun de ces leviers-là pour être ne serait-ce que compétitif sur son marché. Ça, c'est en premier lieu. Et peut-être derrière, vendre alors, pas plus cher, mais en préservant ses marges, peut-être. Et donc, du coup, finalement, avoir un œil sur ces 4 piliers et derrière avoir un œil sur au plus large marché et produit, non? Ouais, alors les 4 piliers, il y en a plus. D'ailleurs, j'ai cité la production, tu vois. Ouais. Pourquoi? Parce que ça peut paraître exotique, c'est que justement, il faut, quand on réfléchit au RevOps, s'écarter totalement de ce qui est l'enjeu de la commande et du chiffre d'affaires. Tu peux Ouais. l'optimiser, c'est un objectif, ou la marge, et tu l'as précisé, mais ce levier, il peut être situé partout dans l'entreprise. Donc, c'est pour ça que le CRO, qui incarne ce RevOps, il va aussi aller observer comment sont produites. Alors là, c'est là que c'est compliqué parce qu'on parle de production informatique, mais en tout cas, à un moment, le service, il est produit ou il est fait et réalisé à un endroit. Et même à cet endroit, en l'occurrence, tu peux avoir aussi des leviers d'accélération du revenu au final. Et je peux l'incarner de plein de façons différentes. Si tu as, et là je reviens à un de tes piliers que tu as nommé, mais le produit, product et l'offre, si à un moment il y a un head of product qui est en train de construire son propre produit, qui lui plaît vraiment, et que c'est lui qui est surtout à l'origine de tout ce qui peut être construction de ce dit produit, mais que ça ne se vend pas, parce que ça ne correspond pas aux enjeux attendus par le client final et ton persona comme il est décrit, ça c'est un levier de croissance fort. C'est un moment quelqu'un qui doit incarner justement cette fonction RevOps, qui doit en l'occurrence aller sonner les cloches en disant attendez, là on est en train de construire simplement un produit, alors que notre enjeu, et je le rappelle, c'est d'accélérer sur le chiffre d'affaires, qui ce produit ne va pas dans la bonne direction, n'est pas dans les bonnes attentes marché, et donc votre accélération, en l'occurrence du chiffre d'affaires, ne va pas se faire parce que simplement, il n'est pas dans les attendus au final du client. Donc tu vois, c'est un des exemples, mais il y en a encore beaucoup. Il y a l'optimisation financière du prix final. Quel est le pricing? Le RevOps, dans le RevOps, il y a tous les sujets finalement en lien avec le revenu, donc il y a le pricing. Un prix trop haut, pourquoi aux finances, il n'y aurait pas une mission à mener pour se dire
tiens, le pricing et le prix, il est bien trop haut. On ne peut pas maximiser notre chiffre d'affaires versus la marge, toujours la marge en tête, pour pouvoir, en l'occurrence, faire en sorte qu'il y ait une accélération forte dans les ventes. Parce qu'on pourra mettre toutes les équipes commerciales, toutes les marketing de la performance, tout le gros associé du gross marketing, on pourra y mettre beaucoup d'énergie pour se dire à un moment, de toute façon, le produit, pour différentes raisons, il est invendable. C'est le pourquoi, en fait, tu vois, tous ces leviers c'est capital de tous les adresser. Et c'est là, comme je le disais au préalable, il y a un enjeu à une certaine seniorité, puisque non sur le fait d'aller toucher au micro de ce qui est fait, et là on reparlera de management, il y a un point important et que tout le monde doit avoir conscience, c'est, vous voyez, cette matière RevOps, elle a en fait comme terrain de jeu toute l'entreprise. Donc il faut avoir le leadership et on le verra en termes d'organisation, il y a des enjeux d'organisation et de management, de savoir à ce moment-là qui, en fait, a dans les mains le RevOps. Et ce dit RevOps, il est souvent tenu, en fait, finalement, par les dirigeants, les founders. Et d'ailleurs, c'est dans mes missions souvent ce qui était opposé. On me disait, bah, tu pratiques quoi? Alors, tu es CRO en part-time, tu viens dans notre entreprise, tu vas effectivement instruire l'ensemble des leviers, mais ce rôle, c'est le mien en tant que CEO. Bah ouais, finalement, c'est le sien. Et c'est pour ça qu'on reparlera des tailles d'entreprise dans lesquelles le RevOps peut être le plus efficient. Mais oui, finalement, c'est le sien, mais peut-être que lui, il n'a pas tout à fait le temps de pouvoir œuvrer et d'aller justement dans le détail des sujets parce qu'il a d'autres enjeux avec les investisseurs, de management avec C-level et autres. Donc voilà un peu comment je le présente pour le coup. Ok, donc ce qui me tend une bonne perche pour la seconde question. Donc si j'ai bien compris, de toute manière, il y a énormément de choses à voir. En fait, c'est du micro et du macro sur ce genre de strat. Quels pourraient être ou quels sont les rôles du revenu opération au sein de l'entreprise? Où est-ce qu'il est situé? Qui pourrait l'incarner au mieux? Comment il intervient finalement? À qui il est rattaché? Est-ce que sur cette question assez générale sur le rôle du revenu opération au sein de l'entreprise et où est-ce qu'il se situe, qui l'incarne, comment il intervient et finalement à qui il est rattaché, est-ce que tu es capable d'apporter une image assez pas simple parce que c'est assez compliqué comme sujet, mais le plus explicite possible? Ouais, je vais essayer. Il y aura un chat pour me reprendre si jamais toutefois je dois effectivement plus simplifier les choses, mais on peut de toute façon être très, très direct. Cette question est capitale, importante. Je vais remonter d'un cran par rapport à la vision globale. Aujourd'hui, en France, la fonction RevOps est peu développée parce que nous, on la voit parce qu'on est dans nos enjeux, dans notre couloir de nage. Donc, je ne sais pas si c'est le cas des gens présents aujourd'hui à ce webinaire, mais dans nos couloirs de nage, dans nos environnements, on peut en entendre beaucoup parler, mais je peux vous le dire globalement, sur l'ensemble des entreprises en France de toute taille, la fonction RevOps est très peu développée. Donc, c'est un premier plan. Donc, pourquoi je dis ça? C'est au regard de mon premier point, qui était de se dire ça se situe partout. Il y a une erreur ou deux fondamentale, et ça répondra à ta question notamment, c'est de savoir où il se situe. Souvent, il se situe exclusivement au niveau des sales, ce qui ne sert à rien, je le dis à tous. Si c'est pour faire un CRO qui est un VP Sales, bah, il va être VP Sales. Il va rester VP Sales dans sa mission et on va lui dire, mais si, tu pourras un peu instruire du marketing, tu pourras aller voir de la com, tu pourras aller voir le produit, tu pourras, mais toi, tu vas quand même, et c'est un autre écueil, incarner le management de l'équipe commerciale. Et tu es CRO. Donc, on ne t'appelle pas VP Sales, on t'appelle CRO. Alors, je suis désolé s'il y en a. Ouais, d'ailleurs, d'ailleurs pour tous les gens qui sont là présents au live, dites-nous dans le chat quelles sont vos fonctions pour qu'on puisse se rendre compte. De ce que tu me dis là, Olivier, j'ai l'impression qu'on est sur un problème franco-français parce que bon, depuis une vingtaine d'années que je suis face à des entreprises, on est sur le problème du multicasquette où on essaye de, alors pas charger la mule, hein, mais de donner des rôles qui correspondent de loin, mais qui sont pas du tout logiquement affiliés à... C'est ça. Mais l'erreur, je me permets de te couper, Vincent, parce que ton point il est décisif. L'erreur qui est faite, alors désolé encore une fois, parce que j'ai aussi, dans mes missions, je travaille avec des CRO, je travaille avec des VP Sales, je travaille avec des CRO qui sont finalement VP Sales, et pour vivre leur vie un peu au quotidien, il y a un enjeu qui est très très fort, c'est que quand toi tu es VP Sales et qu'on te dit, c'est clair, chaque mois, chaque quarter, chaque année, tu dois sortir tes objets. Tu as ton équipe, tu
Tu as 3 personnes, 5, 8, 10, 22, on s'en fout, mais tu as ton équipe. Et là, toi, tu dois aller chercher le business. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce profil-là? C'est qu'on va faire une revue, enfin, on peut l'imaginer, toutes les semaines, tous les mois, au trimestre, de savoir où il en est dans ses objets, de lead. Et force est de constater qu'à un moment, ça va plus ou moins marcher. Ça va très bien marcher parfois, parfois moins, puis parfois, ça ne va pas du tout fonctionner. Qu'est-ce qu'on fait avec un VP Sales pour qui ça ne fonctionne pas? Il y a des mesures d'urgence, de mobilisation forte sur le business, sur les leads, d'aller vraiment de 7 heures du matin à 22 heures, se dire, bah, moi, mon équipe, je dois la mener, la manager, les emmener. Et ça, c'est un job à part entière. Quand on fait ça, on ne peut pas faire autre chose. Je suis désolé, je l'ai fait, tu l'as fait, on l'a tous fait. Peut-être faudrait voir les fonctions et ta question était bonne. Mais quand on fait ça, on ne peut pas aller chercher, on n'a pas le temps d'aller chercher le revenu. Moi, ce que je vois avec mes clients, c'est qu'à un moment, voire même j'ai fait du recrutement pour eux de CRO. Donc, comme j'ai fait du management de transition, la suite pour moi, c'était de recruter mon remplaçant. Bah, il se trouve quoi quand on met, et on reparlera du T-shape, peut-être que le T-shape, c'est pas pour tout le monde une habitude, je vous encourage, on continue à échanger, mais d'aller voir un peu sur Google ce qu'est le T-shape. T-shape, c'est le T ou ton pied du T, c'est la profondeur sur ta fonction de ce que tu sais faire en termes de skills. Donc, le T-shape du DCRO, il est vrai sales. Il est plutôt sales aujourd'hui. Hein. Mais ce qu'il faut faire est très clairement, il faut remonter pour que ça fonctionne le RevOps d'un étage pour plutôt le relier directement à une direction générale pour qu'il puisse avoir la carte blanche, pouvoir instruire tous les sujets sans en avoir forcément le management. Mais dès l'instant qu'il a des équipes, moi je suis assez contre. Alors, encore une fois, et j'en connais, et je travaille avec beaucoup de gens qui sont CRO et qui ont des équipes. Moi, je suis assez contre parce qu'après, on peut se dire, bon, tu as une mission un peu électron libre et tu dois aller viser partout les fuites de revenus et tu dois les éteindre et tu dois voir où sont les accélérations. Tu n'as pas besoin de manager. Il y a des gens qui sont en poste qui savent le faire. Après, il y a des CRO qui ont toutes les fonctions sous eux. Donc, ils vont avoir un râteau et ils vont avoir en charge et en fonction de management le marketing, la com, le produit et tout ça. Ce qui peut assurer d'une certaine, et tu l'as compris finalement, c'est la rationalité et l'ensemble des actions et des leviers dans une cohérence. Il faut amener des leviers cohérents face au marché. Donc, moi, ma préco, c'est plutôt de se dire que le revenu, il doit être plutôt à la direction avec une carte blanche pour aller instruire toutes les autres fonctions de l'entreprise. D'ailleurs, on n'a pas parlé des RH, mais les RH sont aussi un sujet qui est en lien avec les RevOps. Quand on n'a pas les bonnes personnes au bon endroit, on peut se dire d'accélérer, c'est difficile. Et on en sait tous quelque chose. Donc il y a aussi, tu vois, ces éléments-là. Mais se dire que cette fonction de RevOps est rattachée à un métier qui est celui du sales, du market, je l'ai vu aussi peu ailleurs, en fait, rarement au produit, même si je l'ai vu aussi, j'ai vu des CRO avec une teinte très produit, parce que ça va dépendre aussi des enjeux. Donc, mon dernier mot là-dessus, c'est il y a une généralité, une façon de faire, qui est plutôt de donner en fait un terrain de jeu le plus large possible au RevOps et au CRO pour pouvoir agir. On vaut mieux éviter de lui donner une des fonctions parce que ça lui donne une teinte trop forte pour aller effectivement instruire le reste. Mais il est vrai que cette teinte qu'il a, lui, par rapport à son background et son parcours, ça va être en fonction en fait, des problématiques réelles rencontrées par l'entreprise. En fait, je comprends mieux finalement quand tu n'as que des appétences sales, mais que tu essayes d'avoir une vision un petit peu plus large de l'entreprise. Je comprends ce truc où si tu mets un RevOps qui est plus affilié aux sales et donc du coup comme un SalesOps, le problème qu'il peut y avoir dans l'entreprise, et ça tu le remarques que ce soit dans une grosse assos ou dans l'entreprise privée, en fait, tu remarques que je pense qu'il y a des équipes qui pourraient se sentir déshabillées de budget ou alors commencer à se sentir avoir les mains liées pour ralentir certains développements, ralentir certaines évolutions ou autres. Et donc, finalement, c'est vrai que cette casquette du RevOps, de manière assez générale, sans le mettre sur un métier précis de l'entreprise, sur un des piliers finalement que tu nous as dit tout à l'heure, c'est vraiment d'avoir c'est une vision ou une neutralité, je pense. Exactement. Et vraiment aller, voilà, on est dans le même bateau et moi mon but c'est, alors ils le font peut-être pas dans le bon ordre, selon leur appétence ou autre, tu vois? Mais c'est vrai que de ce que tu nous dis,
il faut vraiment pas prendre ça pour éteindre du feu sur du sales ou éteindre du feu C'est ça. sur un autre métier de l'entreprise, mais vraiment avoir une vision assez globale parce que en éteignant du feu sur un métier, tu peux cacher la vue sur un autre. Et donc finalement, pas éteindre le bon feu ou pas être sur le bon sujet. Donc forcément avoir une vision plus globale euh, doit, enfin, je pense que c'est impératif même, il n'y a pas d'autre mot que de la vision globale. Et ouais, je comprends le CRO qui avait des appétences sales, alors que finalement le CRO, il devrait avoir des appétences un peu globales des métiers de l'entreprise, mais une appétence principale pour la finance. Et derrière, on connaît les financiers, hein, pour avoir échangé avec énormément de DAF. Ils ont cette neutralité en se disant, moi c'est très factuel, il y a du feu à éteindre un peu partout, où il y a celui qu'on voit et celui qui est un peu caché, mais ma fonction finance fait que c'est très factuel. Là, j'ai des tableaux. Sur mes tableaux, il y a des trous. Et le but étant de se dire, je fais mon métier de financier, mais je suis pas là pour forcément être au plus proche des équipes. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend un CRO? Est-ce qu'on prend un RevOps? Est-ce que, enfin, quel background pour le RevOps? Est-ce qu'il doit avoir une casquette peut-être entrepreneuriale des fois, pour avoir cette vision globale de l'entreprise? Ou est-ce qu'on se risque à prendre un RevOps qui était un sales et qui va malheureusement peut-être pas mettre ses yeux au bon endroit? Il y a plein de choses dans ce que tu dis et effectivement, je vais essayer de revenir sur 2-3 points qui me semblent aussi décisifs. D'abord, pour avoir un terrain de jeu, il faut que ce terrain de jeu existe. Je déconseille toujours à mes clients early stage, sur la startup assez récente, de pouvoir incarner la fonction CRO. Pardon, RevOps, du coup. Elle a aucun sens. Elle a aucun sens parce que c'est d'ailleurs au minimum dans l'enjeu de scale que tu dois faire intervenir des enjeux de RevOps. Encore une fois, j'insiste, peut-être parmi les invités, là en l'occurrence, certains sont dans des situations que je décris là, mais très clairement, et pour l'avoir fait, d'ailleurs, lorsque je portais des missions et qu'on venait voir pour que j'intervienne et que c'était trop tôt dans la maturité de l'entreprise, ça ne sert à rien. On a une entreprise qui doit être efficiente, qui a trouvé son modèle, product market fit abouti, et ça, c'est décisif. Si vous faites du RevOps avant le market fit abouti, ça ne sert à rien. Au contraire, ça va énormément perturber, en l'occurrence, l'entreprise. Donc, dans la maturité d'intervention, il faut au minimum, moi, ce que je trouve plutôt pas mal, série A, série B, et puis le reste. Dans des PME, ça existe aussi, on fait des interventions, on a eu des interventions. Mais à noter qu'il y a déjà la maturité même de l'entreprise. Si c'est pour, et on rejoint ce point, mettre un CRO dans une startup qui a 2 ans d'existence pour l'appeler SalesOps ou l'appeler VP Sales, il n'y a pas de sens. Parce que le vrai sens, c'est la fuite des revenus et c'est déjà d'avoir son scale et c'est déjà d'envoyer. Et le deuxième point que je veux signaler à travers ça, c'est que forcément au cours de l'histoire d'une entreprise et surtout lorsqu'elle a eu, alors là on peut en parler, mais on peut aussi parler de PME, de TI, mais si on parle de start-up devenues qui ont scalé et devenues scale-up, très clairement, la fuite de revenus vient d'un désalignement. Je n'ai pas assez employé ce mot-là, c'est que le RevOps, en fait, vient soigner un désalignement total de l'entreprise, mais qui arrive à un certain âge de cette entreprise. Si vous avez un désalignement, et il y a 5 personnes dans l'entreprise, il y a un autre souci que le RevOps. C'est à 5, à 10, à 20 collaborateurs, on règle les choses ensemble. La partie RevOps est vraiment incarnée par le founder CEO. Et c'est lui qui doit organiser tout ça. Donc, le RevOps arrive plutôt tardivement dans la vie de l'entreprise. Je pense que c'est là qu'il s'exprime au mieux. Mais quand il y a du feu. Quand il y a du feu, il y a un désalignement. Et notamment, on pense souvent à l'enablement, sales, marketing. C'en est un, mais l'enablement, sales, marketing, il y a un enablement et il y a un désalignement, par exemple, avec le produit. Il y a un désalignement au fur et à mesure avec la production, la prod, qu'elle soit informatique, qu'elle soit autre, en tout cas avec la prod. Un désalignement avec les intérêts financiers de l'entreprise. C'est dès l'instant qu'il y a des fuites, un désalignement que, en effet, le CRO
a son importance avec le RevOps à intervenir. Et mieux encore, bien sûr, on peut le voir négativement, le côté positif de la chose, parce que tu emploies un mot que j'aime bien, c'est d'aller éteindre des feux, tu vois, des fuites de revenus. On parle de fuites de revenus, qui portent un nom en anglais, mais c'est pas grave, c'est des fuites de revenus. Et ces fuites de revenus, en l'occurrence, il faut aller effectivement faire en sorte de pouvoir pallier à ces fuites de revenus. Il faut parer au désalignement, mais parfois, au contraire, tout marche. Ce qu'on ne veut pas quand tout fonctionne, c'est qu'il y ait un désalignement. Et on peut être en prédictif. C'est-à-dire, faisons en sorte de recruter un CRO, et j'en ai vu, non pas parce qu'il y avait un bordel manifeste entre les différents services qui menaient à un désalignement au regard du revenu, qui est l'enjeu global, mais pour dire, bah, ça marche, ça scale, c'est en train d'envoyer, il est hors de question qu'on se désaligne, et il nous faut quelqu'un pour être le garant de cet alignement. Donc, c'est aussi une façon d'organiser les choses. Ok, donc finalement, si on récapitule, où est-ce qu'il est situé? Donc, on va dire au plus haut pour avoir un spectre le plus large C'est mieux. possible. Alors, pas C'est au mieux. plus haut C'est mieux. dans la direction, mais au plus haut pour justement avoir une vue plus large. Qui l'incarne, ça va être quelqu'un qui est complètement neutre, neutre en tout cas dans ses manières d'aller colmater les fuites de revenus. Et donc du coup finalement on dirait peut-être pas neutre, mais on dirait quelqu'un de logique, tu vois. Et de voir comme aux échecs, tu joues pas à un coup, mais tu vas plutôt jouer à deux, trois coups. Comment il intervient? Je pense le plus rapidement possible et le plus méthodiquement possible, hein, sans dire de bêtises et sans être ou en étant plutôt assez général. Et finalement, à qui il est rattaché? Donc, au founder, CEO, à la C'est mieux. direction. C'est mieux. C'est mieux parce que tout dépend de ce qu'il peut, du champ d'intervention en fait, de comment il peut intervenir et jusqu'où il peut intervenir. Mais c'est vrai que c'est mieux qu'il soit rattaché à la direction parce qu'il n'y aura pas de déperdition d'informations et il y aura des discours qui sont les plus concis possibles. Et il aura carte blanche. Si je te Il donne aura, un exemple, ouais, c'est le VP Sales qui est fonction de CRO, donc un CRO qui a dans ses équipes, voire même un directeur commercial, et puis l'ensemble des équipes. Il se trouve que quand il va aller voir le marketing, ou quand il va aller voir le produit, il va lui dire quoi le produit? C'est quoi ta légitimité? Sur l'organigramme, tu es bien effectivement CRO, tu es côté commerce, tu incarnes les équipes commerciales. Viens pas m'embêter, je reste poli, parce que je l'ai vu et je l'ai lu, et c'était bien plus hard encore, viens pas m'embêter sur mes périmètres, j'ai déjà beaucoup à faire, donc reste dans ton couloir de nage, j'ai le mien. Et le désalignement, c'est ça, c'est de rester dans son couloir de nage sans avoir de vision big picture, vision globale. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit aussi, et c'est un mot important, c'est que le CRO, autant on pourrait parler des skills, et je veux bien en parler longtemps parce que c'est des choses sur lesquelles j'ai pas mal bossé, mais il y en a un qui est définitif, c'est le data-driven. Data-driven, c'est la data. Et il se doit d'être à l'aise avec les enjeux de data. C'est aussi pour ça que nativement, il venait un peu du monde de la finance, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant, mais qui venait un peu, et tout au début de la fonction CRO, il était relié en fait au DAF. Et plus maintenant, je le vois plus, hein, plus du tout. Mais et vous avez compris tous, et toi particulièrement, quel est le rôle global en fait aujourd'hui. Mais voilà, il faut cette légitimité, cette carte blanche pour aller instruire tous les sujets. Ouais. Ok, ça c'est parfait. On avait demandé dans les différents, dans le stream et dans le live, ce que faisaient les personnes qui étaient là en train de nous regarder. Donc on a un ingénieur d'affaires et on a aussi un sales ops de chez Ouais, Salesforce. d'accord. Et donc du coup, ce serait intéressant qu'ils nous disent si jamais il y avait des choses sur lesquelles on se plantait ou s'ils étaient d'accord. Et donc là, on va pouvoir aller sur la troisième question qu'on a préparée ensemble, c'est comment est-ce qu'on peut optimiser les revenus d'une entreprise, entre parenthèses, zoomer sur ce qui doit être être fait sur les 4 piliers, les leviers de préservation de la marge, par exemple, les leviers de lead gen, plus qualifiés, le product, comme tu nous disais tout à l'heure, et ces fonctionnalités qui vont être pertinentes ou non, parce que on a abordé le sujet, mais ça serait bien d'y rentrer un petit peu plus en détail. Et puis, le travail du CSM. Dans cette Exactement.
dans cette optimisation, est-ce qu'on commence par le levier de préservation de la marge, à savoir s'il y avait des choses générales qui peuvent être mises en place? Parce que tout ne va pas s'adapter à toutes les entreprises. C'est très compliqué, en fait. Et c'était une question un peu à l'envers pour aussi désigner une chose, c'est que le champ des possibles d'intervention est tellement large et tout à fait en fonction du contexte. C'est ça qui est assez compliqué, c'est que le plan mis en place dans une entreprise, bon, tu vas me dire, ça marche pour tout, c'est vrai. Mais le plan mis en place pour une entreprise sera pas le même à côté. Par exemple, la marge l'enjeu des leviers de marge, c'est d'une complexité inouïe. D'où vient en effet l'accélération possible des effets de marge? C'est un travail à temps plein. Enfin, il y a certains, même en mission, ils travaillent dans certaines entreprises pendant 6 mois, 8 mois, 9 mois, rien que sur les enjeux de marge. Parce que la marge est constituée de tellement de facteurs différents qu'aujourd'hui, il n'y a pas de formule magique pour aller, en l'occurrence, adresser la problématique d'une marge faible ou d'accélération de la marge. C'est tellement complexe qu'il faut surtout avoir une vision financière de ce qui est la structure même d'une marge et donc des coûts. Et c'est là où plutôt on a un lien qui est fort avec les enjeux de data-driven et de data. La marge, c'est le CAC, Customer Acquisition Cost. Quand tu as un CAC trop élevé, en l'occurrence, ce CAC trop élevé va venir abîmer, même si tu es dans des situations d'ailleurs d'accélération et de vente, il va venir abîmer ta marge parce que le fait de pouvoir être en acquisition d'un nouveau client, si ça coûte trop cher, effectivement, globalement, Ouais. c'est réincarné dans ta marge. La lifetime value, la CLTV, ça veut dire l'ensemble du chiffre d'affaires produit sur un client dans l'ensemble de son histoire liée à ton entreprise. Donc, Ouais. il est en effet en métrique. Donc, combien de temps tu vas le garder? Et là, tu as des enjeux de production de marge, parce que peut-être que ta marge, elle est inexistante si ton client, il est chez toi 3 mois. Je généralise, parce que justement, c'est une trop grande complexité à amener ça sur un cas particulier. Mais si ton client est pas assez longtemps là, en produisant du chiffre d'affaires chez toi, ta marge elle va être abîmée. Il y a la retention rate, c'est ton churn. Si ton client part trop tôt, forcément ton plan mis en place, ton business plan va être abîmé. Donc, c'était pour en noter quelques-uns, mais c'est d'une trop grande complexité pour pouvoir le prendre sous un angle généraliste, en fait. Ouais, c'est clair. Donc, de ce que je peux comprendre de ce que tu me dis, ça va être tout ce qui est lié à l'avant-vente, tout ce qui est lié à la vie du client dans l'entreprise et tout ce qui est lié à finalement la durée de vie du client, comment on le garde, pourquoi certains on ne doit pas les garder parce qu'ils nous coûtent aussi en les gardant, parce que ça a été mal vendu en amont et finalement ils ne seront jamais rentables pour l'entreprise. Est-ce qu'il y a certains comptes où on se dit ouais, sur certains comptes, ceux-là on s'en fiche, c'est une belle vitrine et on s'en fiche d'être Par exemple, à zéro. Mais en fait, c'est effectivement optimiser le revenu. C'est vrai que ce que tu nous présentes là, on garde en tête que c'est un ensemble de périmètres et de facteurs, donc du coup la data, hein, comme tu disais, data driven, donc essayer de driver justement ces revenus par toute la donnée qu'on vient mutualiser de tous ces moments de vie d'un client. Et quand je dis moment de vie, je parle aussi, comme tu le sais, de la partie où prospect, c'est-à-dire ton coût d'acquisition client, donc ce que tu disais tout à l'heure, et ce qui est très important pour une entreprise. Combien de temps je vais mettre à l'avoir, combien ça va me coûter de l'avoir, combien ça me coûte de le garder, combien ça me coûte si jamais il part trop tôt ou il part, tout simplement. Ouais. Donc là, on avait fait la liste des métriques liées, en l'occurrence, au métier de CRO, donc du RevOps. Il y a facilement 40 à 45 métriques à maîtriser. C'est-à-dire, c'est ce que tu donnais, et j'aime bien le rajout que tu as fait, parce que tout à l'heure, honteusement, j'ai un peu mis de côté le CSM, qui est aussi une part très, très importante, en l'occurrence, dans, en effet, le revenu, ne serait-ce qu'autour du churn. Tu vois, il y a un souci que je vois fréquemment en ce moment au sein de clients avec des offres SaaS, c'est effectivement le churn. C'est je garde le client 4 mois, au bout de 4 mois, et notamment sur des enjeux
de Salesforce, notamment ou autres, et au bout de 4 mois, il fuit. Pourquoi il fuit? L'accompagnement, notamment sur les outils associés, il n'est pas assez fort. Donc un CRO, il doit l'analyser, ça, et se dire, effectivement, il faut changer l'orga, il faut changer l'approche, mais les métriques montrent qu'en l'occurrence, il y a un souci de CSM. Et donc, pour revenir à justement ce point qu'on me présentait comme un peu négatif en parlant de feu à éteindre ou en l'occurrence de fuite, on parle surtout de fuite, comme de la fuite d'eau, il y a des fuites de revenus, les métriques, d'abord, dans une position d'audit, c'est d'aller faire un audit pour voir toutes les fuites de revenus pour déjà aller éteindre tout ça, ou du moins faire en sorte, en effet, qu'il n'y ait plus ces fuites associées. Et ça, ce sont les data qui vont te donner cette vision-là. C'est les data qui vont t'apporter cette vision de où sont les fuites, d'abord, qu'il faut aller éteindre dans cette situation. Alors, cette question que je vais te poser, elle n'était pas préparée. Est-ce que c'est venu pendant l'échange là? Est-ce que je vais essayer de bien tourner cette question. Vas-y. Est-ce que des fois, si on parle d'éteindre du feu ou de colmater des fuites, est-ce que des fois, en amont, il n'y a pas des choses à faire? Et je vais te donner l'exemple que j'ai en tête. Moi, je vois dans certaines équipes ou dans certaines boîtes, ça dépend comment j'interviens, je vois qu'il y a des problématiques de présentation. En fait, tu vois, sur la partie sales, moi, je trouve qu'il y a un gros problème, c'est de comment tu présentes les choses pour préserver tes marges, comment tu présentes les choses pour anticiper certains feux ou certaines fuites. Je te donne les SAS l'ont bien compris sur cette partie engagement. On va se dire, de toute façon, si on a un problème des gens, on met du temps à les avoir, et si on les garde qu'un mois, au moins le mois, ils sont renouvelés. Effectivement, on va peut-être faire quelque chose sur, on va l'engager 1 an, et sur cette année d'engagement, on lui fera un rabais, une remise ou peu importe comment tu veux appeler ça, mais c'est simpliste sur le SaaS, sur ce que tu vends au mois le mois, t'engages à l'année, etc. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres boîtes qui ne sont pas des SaaS, et il y en a beaucoup plus que des boîtes SaaS finalement. Ces boîtes-là, il y a des problèmes en fait, il y a énormément de problèmes de présentation. C'est con, mais les gens se rendent pas compte de la valeur que tu peux dégager par rapport à juste une présentation. Tu vois, toi, tu as bossé chez DocaPost, ça doit te parler, qui est une boîte assez classique et qui fait énormément de cash. Peut-être pas autant qu'avant aujourd'hui, mais en soi, c'est des boîtes anciennes, on va dire, avec des drivées par le sales, et drivé par la marge, drivé par le revenu, drivé par énormément de métriques, qui fait qu'on les voit moins aujourd'hui, mais c'est pas pour autant que elles s'en mettent pas plein les poches, et par rapport à comment ils présentent les choses auprès de leurs prospects, qui fait que pas de raison de faire autrement que ce que vous me présentez. Ouais. Il y a un point, alors si tu me permets d'être direct sur ce sujet qui est très intéressant, c'est le RevOps s'appuie sur des métriques, pas de l'irrationnel. Tu vois, le job que tu définis, et c'est là où il faut bien avoir en tête les couloirs de nage dont je parlais, ça c'est le VP Sales. Le VP Sales, en fait, dans la valorisation, de la proposition de valeur de son offre, et je te rejoins, hein, c'est-à-dire que dans ta proposition de valeur, tu vas pouvoir vendre plus cher à un moment parce que avec un même service concurrent, tu auras su maximiser la proposition de valeur. Assez irrationnel, hein, finalement, comme élément. Et c'est là où il y a un talent commercial. Et c'est là où, en effet, ce talent commercial, pour moi, ça, c'est, tu vois, un levier de revenu. Donc, je te donne raison, parce que c'est un levier de revenu. Vendre plus cher, c'est un levier de revenu. Peut-être qu'on ne vend pas assez cher. Mais tu vois, là, dans l'irrationnel, il va plutôt appartenir au VP Sales que l'enjeu CRO RevOps, où lui, il va observer plutôt une chose, il va se dire, c'est vendu $40, ça devrait être vendu 65, parce qu'il a les métriques, mais il ne sera pas dans l'irrationnel. Il se dira juste que l'étude qu'il a faite de concurrence, de mise en perspective, de tout ça. Il ne sera pas sur la présentation du truc, mais il sera sur à $40. Il sera dans la finance, structure des coûts, comment on empile les coûts, et où est le juste prix, et le pricing est définitivement un sujet de CRO et de RevOps pour se dire, est-ce qu'on ne vend pas assez cher, quoi. C'est très clair.
Le côté irrationnel de comment je vais monter ma proposition de valeur, mon offre commerciale et voire même ma soutenance et mon pitch, là, ça appartient pleinement au commerce. Mais j'aime bien l'exemple du coup parce qu'il est très illustratif, je trouve, des missions, tu vois, de chacun. Et ça, c'est très important et je le trouve passionnant, c'est le pricing. Il y a un angle pricing qui est l'angle VP Sales, à lui, en effet, d'aller maximiser ses ventes et de vendre plus cher dans ces situations et de manager son équipe en fonction. Et tu as le CRO qui voit, il va prendre les métriques et il va se dire, on a empilé, tiens là, on empile des marges. Pourquoi on empile des marges dans la structure même, en fait, du pricing de l'offre. Et lui, il va s'appuyer sur des datas, mais pas sur de l'irrationnel, où là, je te rejoins, la façon de présenter les choses, la proposition de valeur va t'amener parfois à vendre plus cher. Ben, en fait, c'est exactement ça. Et de ce que je constate en facial sur les SaaS, c'est de se dire, bon, ben voilà, quelque chose qui coûte 100 balles par mois, sur 12 mois, ça fait 1200. Ok, si tu t'abonnes à l'année, ça te fait machin. Sauf que j'ai l'impression qu'ils ont peur d'annoncer l'enveloppe globale, alors que un simple coup de calculette ou de tête et c'est calculé, de se dire non, non, mais on continue de réfléchir au mois, on continue de machin, on continue de ceci, on continue de. Et alors que tu pourrais bien dire, bon, ben voilà, l'engagement annuel, je te dis n'importe quoi, c'est 1000 euros. Tu t'engages au mois le mois et là, tu fais ce que tu veux, c'est 120 euros par mois. Et là, pour le coup, tu as des problématiques qui sont complètement gommées. Au lieu de te dire, en fait, c'est juste la présentation qui est faite. Pour moi, je trouve des fois du mauvais sens. Tu vois, je sais pas comment je sais pas comment te dire de garder ce raisonnement au mois, puis après se dire à l'année, en fait, moi j'ai vraiment du mal à comprendre, alors que ça pourrait être des fois, parfois bien simple. Donc, ouais, il y a plein de choses et il y a l'incentive, tu vois. L'incentive de chacun, il est parfois en contradiction avec celui de l'entreprise ou du revenu. C'est normal. On demande à un marketing de la performance de ramener du lead à tout va. Alors après, je donne un exemple, c'est pas partout la même chose, mais les leads qui rentrent, ils mettent du temps à scorer. Et tu remets des leads défaillants, possiblement, à une équipe commerciale qui va aller passer du temps à, en effet, un R1, aller instruire le sujet pour voir, en effet, si le prospect est éligible à tes offres ou pas. Un simple exemple, et notamment avec ce marketing, c'est d'aller éteindre les leads inefficients pour te dire, là actuellement, quand tu lances les filets en inbound et que tu nous ramènes les leads, ton filet, il va falloir que tu le serres un peu parce que on perd en fait de la marge et du cost à travers ça. Je te donne un deuxième exemple récemment, je te donne que des exemples récents, c'est assez pratique, c'est de dire, côté sales, écoute, que tu me dises à chaque fois systématiquement qu'il faut des POC en cours de 6 mois et que moi je passe 6 mois de POC gratos derrière sur du win rate qui est de 35% et en plus on n'a pas des clients, stop, on fait plus de POC. Ah bah parfois un VP Sales il va dire à ses équipes non, on fait plus de POC, c'est fini. Ou tu fais des ventes en dessous de 3 mois. Maintenant, tu parlais de SaaS, tu as des ventes que tu es en train de réaliser qui sont le mois avec des renouvellements. C'est pas possible. Donc maintenant, ce sera minimum de 3 mois avec un engagement. C'est plein de sujets comme ça qui montrent aussi les couloirs de nage, expression que j'aime bien dans le sujet RevOps, mais il faut que justement ce dit responsable des revenus, il soit au-delà de ces couloirs de nage pour aller tout instruire pour le coup. Exactement. Et ça me fait penser aux coûts cachés dont on parle que très peu, parce que ouais, bien sûr, t'as raison. Ils sont cachés, des fois ils sont maquillés. T'as raison. Enfin, bref, à eux de détricoter tout ça. T'as raison. Donc sur la suite, parce que c'est vrai que le temps avance, moi je trouve ça, c'est un sujet que j'adore. Finalement, à quel moment on se pose la question du RevOps? Tu as un petit peu répondu, série A, Ouais. série B, pour les Ouais. scale-up. Ouais. Non, moi j'aime bien, il y a 2 points, pardon, je les remets là rapidement, mais je les évoquais, c'est des fuites de revenus. Dès l'instant que tu as des fuites de revenus, dès l'instant tu as ton product market fit. Ne va pas effectivement instruire ces sujets-là si tu n'as pas déjà des années de run, si tu n'as pas le product market fit, et si tu n'as pas en l'occurrence le fait de pouvoir détecter un désalignement, des fuites, ou au contraire le fait qu'il y ait un succès et qu'il faudrait que ça reste ainsi, c'est ce que j'exprimais tout à l'heure. Ok, parce que tu disais qu'à partir d'un certain moment, le RevOps, on doit le mettre en place, notamment quand il y a des fuites de revenus. Est-ce que ces fuites de revenus, elles ne sont pas cachées
en phase de scale, parce qu'il y a énormément de revenus qui arrivent. Et donc, finalement, c'est ce énormément de revenus qui arrivent qui cache les fuites. Et c'est qu'à partir du moment où vient se jouer tous les renouvellements de cette croissance qui vient d'arriver, qui fait que on s'aperçoit que la fuite est bien trop grosse. Et donc, finalement, ça peut mettre aussi parfois l'entreprise en péril. Alors, il y a plusieurs choses. La première, elle va concerner effectivement ces fuites de revenus, mais justement, alors je vais le dire un peu à l'envers, mais il faut laisser libre cours au moment de cette entreprise qui doit taper à tout va pour pouvoir savoir où est son product market fit. C'est un deuxième élément qui est contraire. Le RevOps n'intervient jamais là parce que peut-être que ce scale que tu désignais là n'est pas le bon scale. Tu vois, il y a le fait de se dire on a trouvé notre source, on a trouvé notre persona, notre ICP, nos entreprises cibles, nos personas, notre proposition de valeur dont tu parlais. On sait comment l'adresser. On sait maintenant quel est notre positionnement définitif. On sait comment on va scaler, mais scaler, c'est aussi prendre en compte de la marge. C'est pas uniquement l'accélération comme tu le désignes, et je le comprends, hein, mais à tout va, sans aucune maîtrise. Cette perte de maîtrise, c'est un bon signe quand même, je te l'accorde, de dire à un moment, ça part dans tous les sens, mais c'est pas là encore où tu peux être efficient avec ton RevOps. C'est pas au moment où la machine justement s'emballe, c'est peut-être justement un moment où elle trouve son rythme de croisière, elle a trouvé comment faire son revenu, comment aller chercher son revenu, et que là, à partir de ce moment-là, la matière RevOps peut être intéressante parce que tu as une matière sur laquelle tu peux travailler, tu vois. Donc, ce curseur, il est vachement important quand même. Ok, ça c'est parfait. Alors, je sais pas si on peut faire une parenthèse sur les belles PME, les ETI, qui ont déjà mis en place ça d'une manière un petit peu plus classique. Comment? Parce que si on a des personnes dans l'auditoire qui ne font pas de SaaS, qui ne sont pas des scale-up, qui n'ont pas du tout en tête le fait qu'ils soient une start-up ou autre, pour ces PME et ces ETI, comment ça se passe? Parce que il y aura peut-être pas de RevOps dans une PME. Comment ils peuvent s'organiser pour la belle PME, l'ETI, donc une boîte entre, je sais pas, on va dire entre 250 et 5000 personnes. Comment ça s'organise quand t'es pas une startup, quand t'as pas du tout ce jargon anglo-saxon, quand pour toi 95% de tes clients qui sont en France ou en francophonie, comment ça s'organise? Parce que ok, il y a un DAF. T'as quoi en fait? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'ouvre à toi? Alors, d'abord et tout d'abord, le RevOps reste une approche assez anglo-saxonne. Donc, avec, en l'occurrence, des activités à l'international. C'est très empreint de ça. Donc, pour te répondre déjà, je le vois que rarement, l'incarnation de la fonction au sein d'ETI. De PME++ aussi, mais pour d'autres raisons. Mais au sein d'ETI, je l'ai vu, hein, je le vois, mais j'y reviendrai plus rarement. Où je le vois le plus incarné, c'est évidemment dans des scale-up qui ont énormément accéléré et qui, en l'occurrence, font aujourd'hui 200 millions, 800 millions d'euros, mais tu as l'incarnation avec une compréhension de ce qui est le fait de pouvoir garder l'alignement. Donc, parce qu'il y a aussi une question d'incarnation, tu vois, de la chose. Donc, moi, où je le vois beaucoup, c'est des grosses scale-up qui ont énormément accéléré et qui ont rejoint même des chiffres d'affaires de TI. Alors, je ne l'ai plus bien en tête, je crois que ça va... c'est un peu particulier, la désignation d'une ETI, c'est jusqu'à 1,3 milliard ou 1,5 milliard même. Donc, voilà, dans tout ça, tu as quand même des boîtes qui font 600 millions et tu as des grosses scale-up qui aujourd'hui ont 20 ans d'activité et qui sont aux 600 millions, 400 millions avec des monstres qui ont énormément accéléré. Et là, il y a une incarnation. Donc, je le vois plus sur des scale-up qui sont devenus en fait des licornes. Et au sein des licornes, j'en vois énormément, où il y en a presque un systématiquement, où il est en tout cas incarné. Pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire que dans des mêmes tailles d'entreprise, mais dans des ETI, ça va aussi beaucoup dépendre de l'organisation. Parfois, tu sais, ce RevOps, reprends mon anecdote tout à l'heure quand moi j'interroge ou qu'on m'interroge sur la fonction et que le CEO me dit le RevOps, c'est moi qui le tiens. Et il a raison. Donc, à un moment, c'est pas que le RevOps n'existe pas, c'est qu'il n'est pas incarné ou il est différemment incarné. Par exemple, des patrons de business unit. Dans les ETI, dans celles que j'ai côtoyées ou je côtoie,
que j'ai pour clients, il y a énormément de business unit avec des patrons de business unit. En l'occurrence, c'est peut-être là où moi j'ai appris la fonction. C'est qu'à un moment, quand tu es patron de business unit, tu tiens le PNL. Si tu tiens PNL, tu tiens le revenu. Si tu tiens le revenu, dans ta BU, il peut y avoir du marketing, de la com, spécifique à la BU, de la production spécifique à la BU, du CSN spécifique à la BU. Et là, tu apprends en fait à jouer dans la mission qu'on t'a donnée. Et finalement, le revenu, il est incarné par le patron de business unit ou par la direction. Mais c'est vrai que c'est moins incarné par ce qui serait le Chief Revenue Officer ou en tout cas la fonction Chief Revenue Officer. Ok, donc finalement, pour avoir vu et pour avoir eu le cas dans certaines PME, en tout cas moi, que j'ai accompagné, c'était souvent le cas d'un patron qui avait justement beaucoup de fonctions, comme tout patron de PME, et qui embauchait en premier lieu parce que c'était un patron commerçant, donc très proche des équipes sales. Et lorsqu'il avait le choix entre j'embauche un head of sales, un directeur commercial, et j'embauche quelqu'un de la fonction finance, il avait plus ce truc de se dire, ok, moi je vais pas prendre un head of sales aujourd'hui parce que je suis capable toujours de manager ces équipes commerciales, parce que j'ai été le premier commercial de ma boîte et j'ai fait des petits en recrutant, en recrutant justement des commerciaux pour aller développer la partie business. Mais c'est vrai que certains patrons de PME vont s'orienter vers un contrôleur de gestion qui a une vision assez panoramique des revenus et pareil, comme on disait tout à l'heure, complètement il s'en fout complet. C'est très panoramique et il n'est pas sur telle ou telle fonction. Il est très factuel en se disant bon bah là il y a des trous, là ça fuit, etc., etc. Et donc quand je reprends ton truc des lignes de nage, non c'est ça, couloir de nage, c'est le risque de prendre un ops qui est pas vision globale revenu, mais qui est plus sur l'un ou l'autre des métiers, des X couloirs de nage de l'entreprise, donc des métiers, c'est de faire des vagues et du coup noyer les autres couloirs de nage ou alors qu'il y a un manque de latitude de sa part, en fait. C'est quand même, on est vraiment sur quelque chose d'assez complexe et il faut surtout pas se vautrer sur le choix. Tu vois, c'est la dernière question. C'est clair, le recrutement et le job desk, il est très compliqué. Et puis, voilà, je pense qu'il faut, lors de ce dit recrutement, alors je reviendrai un pas en arrière aussi sur l'incarnation mais du RevOps pour conclure sur ce que tu évoquais qui me paraissait intéressant de ces ETI, mais je vais finir par ça, tiens, ce sera fait comme ça autour de ce sujet-là. Tu sais, c'est Monsieur Jourdain, fond de la prose sans savoir. Le RevOps, il est fait réaliser dans toutes les entreprises parce que quelle entreprise, et tout le monde pourrait le dire, n'est pas intéressée à en effet se dire tiens, mes revenus pourraient être plus hauts si j'intervenais sur… C'est juste l'incarnation du RevOps quelque part, tu vois, c'est d'en faire sans le savoir, c'est le cas de toutes les ETI, mais comme je te le disais, c'est incarné autre part, c'est soit chacun dans son axe, tu vois, le directeur marketing, le directeur sales, là, sur ses capacités, son couloir de nage, tu vois, je réemploie ce mot, mais il va en effet être attentif à son revenu. Mais il faut coordonner et désiloter. Le désiloter, en fait, apporte une performance autour du revenu parce que ça apporte une logique globale et de la rationalité dans la gestion du revenu. Donc, si ce n'est pas incarné, en tout cas, c'est fait partout. Et le deuxième point, qui était, en l'occurrence, quel était le deuxième point? Excuse-moi. Ça m'échappe. Non, en fait, le deuxième point, c'était de se dire, on ne va pas choisir dans… Oui, le recrutement. Exactement. Donc, c'était de se dire… souvent, il faut avoir ça en tête, au moins avoir ça en tête, c'est que le revenu égale pas les ventes. Tu vois, c'est pas revenu égale vente. Ah bah non, loin et loin de là. Et même si c'était juste ça, ça pourrait même être dangereux pour l'entreprise parce qu'on pourrait dire le revenu c'est le produit. Exactement. Le revenu c'est le produit, c'est le CSM, donc c'est déjà vendu, c'est en run. Le revenu c'est pas que la vente, c'est la vente, mais il faut pas se tromper avec ça. Ou alors, pour moi, la vente, il est traité par du VP Sales, du Sales Ops. Le Sales Ops, fonction formidable, je trouve vraiment très efficiente, plein de logique et tout ça. Mais
autant sur les sales ops, si on prend le marketing de la performance comme étant l'incarnation aussi de vente, notamment une bande, c'est pour ça qu'on parle d'enablement, bah là, le sales ops, il peut aller aussi instruire en fait tous les sujets aussi marketing. Mais est-ce que le sales ops, il va aller jusqu'au produit? Ça va dépendre aussi du job desk qu'on lui donne. Mais Mais tu vois, c'est ça qui est aussi bien différent. en fait, ça pourrait être dangereux, tu vois? Quand on y réfléchit, un petit peu de plus haut, ça pourrait être dangereux d'augmenter les ventes si jamais il y a des marges catastrophiques, ou ça pourrait être dangereux d'augmenter les ventes si derrière, il faut embaucher plus pour, produire, ou, pour mettre en œuvre cette augmentation, si jamais c'est mal vendu. Donc, ouais, effectivement, c'est bien aussi de, heu, comment on pourrait dire? De sensibiliser, à la bonne vente et non pas à la vente, pour faire Tu de la sais, vente. bah attends, juste sur ce point, parce que tu as employé là quelques mots qui m'intéressent vraiment. Une de mes missions, dans la conclusion, c'était d'arrêter de vendre pendant 1 an. Pratiquement 1 an. Ça veut dire quoi? Produit pas sec, de grosses difficultés à le délivrer, tout le delivery en difficulté, ce qui fait des marges qui étaient devenues sur une activité vraiment une belle structure, qui avait bien grandi, tu vois, qui était dans le scale. Alors justement, peut-être pas, parce qu'il y a eu d'autres difficultés. Alors, chacun pourrait me dire, bah ouais, mais attends, ce que tu me dis, c'est un peu normal. C'est qu'à un moment, voilà, c'est des situations qu'on retrouve. Mais c'était juste pour dire une chose, c'est que parfois, c'est au détriment des sales et c'est de peut-être vendre moins. Et d'ailleurs, parfois, dans les conclusions, il faut au moins sur une période, c'est pas antinomique, hein, vous allez me dire, mais vendre moins, c'est la mort de l'entreprise. Bah non, parce que si sur une certaine période, tu vends pas ce que tu as envie de vendre et ce qu'il faut vendre, ou à des marges qui sont pas celles qui sont visées, et que tu as instruit tout le sujet et que finalement, ta grande conclusion, c'est de se dire, bah, pour l'instant, les leviers d'amélioration, ils sont ailleurs, mais ça va prendre 6 mois. Et voilà, donc je pense qu'il fallait aussi illustrer de cette façon, une façon assez simple aussi de faire la distinction avec des sujets purement vente. Ouais, bah, écoute, là, on a un commentaire, sur LinkedIn, Ludovic, Puja. Déjà connu cette situation d'une marque trop remisée dans une multitude, ouais, multitude nationale, vente à perte, sur un client majeur. Et donc ouais, effectivement, Ouais, on en ouais, revient à, la ouais. la Et mauvaise vente, tu vois? Beh, tu sais, toi qui es dans l'environnement, hein, ces boîtes-là où, tu vois, des top performers, qui t'explosent un marché, qui sont géniaux, qui sont des vendeurs, magnifiques, sur le papier, et qui finalement, ils vendent sans marge. Et donc est-ce que c'est pas plus simple, de vendre sans marge quand tu es un sales, et tu es face à un marché déjà existant, bien existant, mais qui lui, est complètement sain. Et des fois, ça peut ouais, mener la mort de l'entreprise. La marche, c'est ouais, bref. Moi, j'ai ma vision sales, c'est vrai, mais il faut aussi une vision un petit peu plus large, comme tu disais, avec tous les piliers qui vont constituer les coûts et les revenus. Et là, comme il nous reste que 2 minutes, est-ce que, voilà, est-ce que tu peux nous parler de la stack d'outils? Est-ce qu'il y a des outils mieux que d'autres pour cette fonction-là? Et finalement, on mettra une parenthèse sur l'IA. Est-ce qu'il y a des outils et des IA ou des outils IA dans tout ça? Pour oui, conclure, hein. ouais, oui, oui, non, mais c'est une question compliquée parce que avant tout, tu sais, il y a des tools ou des outils qui sont pas forcément ceux auxquels on pense. Tu sais, là, tout de suite, on va aller penser aux sales tools à la mode, avec de l'IA et autres. Mais tu vois, tout simplement, on parlait, et là, on revient au revenu, bah déjà, le sujet de ERP, quoi. Quel ERP et qu'est-ce qui est visible dans cet ERP? Là encore récemment, sur une mission, bah, c'était Tableau. Je ne sais pas si tu connais Tableau, mais Tableau est un logiciel justement qui peut apporter cette vision très RevOps du désilotage de revenus. Ce qui est important, c'est que dans la data et dans les outils, parce que en fait, euh, le CRO et le RevOps, lui, il ne va pas s'intéresser, parce que ce n'est pas sa partie, aux outils qui vont permettre de délivrer. Tu vois, si tu veux parler d'un Human Linker sur du Sales Automation, tu veux parler effectivement Conism et puis Casper sur les enjeux de data, ça, c'est des enjeux
passionnante de data. Tout à l'heure, on parlait d'une nouvelle offre d'ailleurs autour des enjeux de data. Là, c'est des enjeux de data très opérationnels, tu vois. Mais à un moment, sur la compréhension même de son business, pour le coup, sur la compréhension même de son business, le CRO, pour pouvoir agir, il va devoir avoir une vision beaucoup plus haute globalement. Donc, c'est là où on revient à des outils qui, s'ils sont purs revenus, vont revenir à des outils de finance, ou de pouvoir, comme un tableau, pouvoir déciloter l'ensemble des KPI. Tu remontes tous les KPI et on va te rendre quelque chose d'intelligent qui va te montrer que tu as des fuites à certains endroits. Et donc, tu as des outils comme tableau qui viennent. Après, tu as un outil que j'adore qui est Fincom, où on en entend un peu plus parler et sur des enjeux un peu plus sales d'ailleurs, mais qui sont des outils assez bons, et de toute façon, ils se doivent tous de porter des enjeux d'IA et des enjeux comme des outils comme Clary, un outil pur RevOps US. Il y en a d'autres, hein, je pourrais en citer 3, 4, 5, mais celui-ci est un des bons outils. Donc voilà, donc dans les outils, ce que je voulais surtout souligner, c'est que tu as des pure players de l'outil RevOps qui peuvent donner une vision globale, comme un Clary, comme un Fincom, comme tu as ensuite l'ERP en question doit être l'outil principal d'analyse autour des enjeux des data. Et puis, voilà, il te faut quand même à un moment avoir les bons tools. Souvent, c'est surtout les enjeux, finalement, et je pense qu'on peut conclure comme ça, c'est souvent les enjeux d'API. Comment tu fais discuter tous les outils ensemble, ce qui est compliqué, pour pouvoir en effet ramener la bonne data dans justement ton outil de pilotage. Compliqué, même si de plus en plus simple. Effectivement, un bon ERP va permettre de rassurer sur la production par rapport aux chiffres qui sont sortis. Si on voulait juste parler revenus et production, qui vont aussi peut-être dans l'autre sens rassurer de ce qu'il y aurait à faire en marketing pour justement aller compléter les revenus, chiffre d'affaires générés, marge et production. Et en fait, c'est des triangles sans fin, tu vois. On est sur des triangles sans fin et tu vois que l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Et du coup, ce serait complètement stupide d'avoir une vision assez fermée du RevOps, type SalesOps, qui doit bien faire son travail, mais qui derrière doit aussi intégrer qu'il y a d'autres revenus dans l'entreprise et qui vont être des revenus directs ou indirects. Tu vois. Le SalesOps, c'est un revenu direct, voilà, mais ça peut être réduire des coûts d'achat, réduire des équipes, augmenter des équipes pour aussi pas perdre de temps sur le delivery. Enfin, il y a vraiment exactement. Mais il y a un sujet récent, était ça, notamment sur le delivery. Comment tu fais pour en effet avoir du BP qui part avec du pricing sur de la vente complexe de services? Comment tu fais pour te dire le setup à chaque fois il est vendu qu'à 30% de ce qu'il en fait représente réellement d'un point de vue delivery et mise en place? Voilà. Et c'est pour ça que sur la partie sales, alors moi j'ai connu des plans qui changent tous les ans, avec des remaniements semestriels pour justement aller chercher à certains endroits précis une certaine quantité de revenus pour pas aller vers une facilité. On a toujours fait ça, donc on continuera à faire toujours ça et on va devoir attendre un an. Et peut-être que des plans aujourd'hui devraient évoluer tous les 3 mois, tous les 6 mois c'est la grosse tendance. Et d'indiquer à tout le monde ou à tous les métiers de l'entreprise où on va vraiment et pas attendre, tu sais, le discours de fin d'année. On est très bon, mais on a été mauvais sur ça, ça, ça et ça. Et donc, j'ai pas vu dans de grosses entreprises parce que forcément, tu l'as dit, hein, le côté on a toujours fait comme ça. Bon, voilà, c'est aussi, mais c'est pas une critique, c'est juste que tu te comportes pas de la même façon quand tu fais 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires ou 3 milliards, comme tu te comportes si tu fais 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, je le comprends totalement, mais c'est vrai que cette souplesse, elle est intéressante. Moi, je l'ai vu maximiser dans de belles scale-up et des licornes qui sont vraiment très très aboutis sur cette remise en cause, même voire mensuelle, des objets et tout ça. Mais c'est clair. Mais après, tu sais, c'est un truc assez global. Genre, ça, c'est plus facile à vendre. Donc, finalement, un sales
qui a juste des objectifs de chiffres à aller chercher. C'est humain, il va aller sur ce qui est le plus facile. Et on en a besoin, et c'est normal. Et c'est peut-être après impliquer d'autres, si là c'est plus facile, et que ça peut être fait en masse, et d'impliquer d'autres services dans le fait de se dire, bon voilà, le market, on met le doigt là-dessus, ou le CSM, on met le doigt là-dessus pour aller chercher justement d'autres éléments qui sont peut-être à plus forte valeur. Mais c'est vrai que c'est assez... On pourrait parler, mais on peut pas, malheureusement, vu qu'on est sur un cas assez général là aujourd'hui, on peut pas parler d'une boîte en particulier. Mais c'est vrai que chaque entreprise doit s'y coller, et de la meilleure des manières en tout cas. Donc, si on récapitule, pour toutes les boîtes qui sont déjà bien en place, c'est-à-dire avec en scale ou après levé, etc. Donc, si on récapitule, jusqu'à un certain moment, c'est-à-dire jusqu'à temps que le founder, CEO ou autre membre de direction tient le bout, donc, on continue comme ça. Dès que ça commence à être un peu plus compliqué pour colmater des fuites, éteindre des feux, ou enfin bref, essayer d'avoir des couloirs de nage les plus libres possibles, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à vraiment se pencher sur la fonction RevOps, et du coup sur le job desk, de se dire, ou la job desk, je sais pas, en tout cas se dire, voilà, on veut quelqu'un qui a une vue assez panoramique. Si. Je pointais quelque chose et on en termine, parce que je vois en effet que... Ouais, là ça déborde. Mais encore une fois, on parle de T-shape. Regardez ce qu'est le T-shape. Allez googliser, vous verrez. C'est une approche en T pour en fait disposer des skills aux bons endroits quand on doit positionner une fonction globale dans l'entreprise. Et il faut avoir en effet ce T-shape en tête, parce que c'est peut-être un peu technique ce que je dis, mais instruisez-vous là-dessus. C'est vachement important et intéressant dès l'instant que la matière vous intéresse. C'est quel est le bon profil dont j'ai besoin. Si je considère que j'ai besoin de RevOps dans mon entreprise, quel est le bon profil que l'on doit associer, et quelle est sa teinte, parce qu'il est bien différent. Et on a des CRO qui viennent beaucoup de l'univers sales, mais beaucoup, et les meilleurs, enfin, on va dire, c'est ceux qui ont vécu le tout et l'ensemble, c'est-à-dire d'anciens CEO, founders ou d'anciens patrons, parce qu'ils comprennent en fait globalement, ils ont une vision big picture de la chose. Mais il peut y avoir aussi des teintes marketing. J'ai vu des teintes produits, beaucoup, des CRO avec. Mais ça va dépendre en fait du contexte, de l'activité, de tout ça. Voilà. Ben écoute, c'est une bien belle conclusion. Ben merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là.